Box. Bonjour à tous, bienvenue sur Box, votre podcast Formule 1. Aujourd'hui, on va débriefer le Grand Prix du Japon. Grand Prix plutôt sympa. On va revenir dessus. Je serai tout seul dans cet épisode, un peu triste, un peu solo, voilà. Les copains ils sont occupés, mais c'est pas grave. Ce sera peut-être un peu plus court que d'habitude. On verra. Mais allons-y, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Alors je vous propose qu'on commence cet épisode par parler de la course en elle-même. Faire un petit bilan, un petit récapitulatif de ce que c'était. Comment moi je l'ai ressenti perso. Parce que depuis le début de l'année, on a quand même eu des courses qui ont été des dénouements peut-être pas tous différents. Mais bon, il y a 2 semaines à Melbourne, c'était un Grand Prix qui a eu quand même, qui a vu les Red Bull ne pas gagner. On a eu à Bahreïn, première course de la saison, un peu d'excitation. Alors c'était comment le Japon? J'ai trouvé que dans l'ensemble, c'était une très bonne course. Je sais pas si c'est l'une des meilleures de la saison, mais le bon était quand même pas mal. Mais mine de rien, je trouve que hormis devant, évidemment, comme d'habitude, on reviendra dessus un peu plus tard, quoique non, on reviendra pas dessus, c'est pas à l'ordre du jour, Red Bull aujourd'hui. Red Bull, ça a gagné avec une avance assez confortable par rapport à la concurrence. Mais derrière, on a quand même eu de bonnes batailles, je trouve, entre Ferrari et McLaren, notamment au niveau de la stratégie. Et derrière, ça a été quand même très animé pour l'entrer dans le top 10, que ce soit Yuki Tsunoda, Lance Stroll. On va en parler de Lance Stroll aujourd'hui. Même Bottas avec la Kick Sauber Steak F1 Team. Il n'a pas été mauvais ce week-end. Ça a été intéressant, je trouve, dans l'ensemble, ce qui s'est passé. Euh, donc j'espère qu'on aura d'autres grands prix comme ça cette saison. Et c'est là-dessus qu'on va débriefer, tout simplement. La qualif, on va parler un peu de la qualif juste avant de rentrer dans la course. Verstappen prend la pole. Moins dominateur que l'an dernier au niveau des stats. Après, quand même, une belle avance sur le reste du paquet, mais Pérez était proche. Pérez était très très proche, 66 millième si je me trompe pas. Corrigez-moi si je me trompe, hein. C'était déjà samedi, j'ai oublié. C'était très tôt. Pérez en première fois en première ligne depuis un moment. Depuis un sacré moment, visiblement. Donc derrière, on a Leclerc qui se rate complètement, qui part que 8ème. Très décevant. Très décevant sa performance, surtout quand son coéquipier se qualifie bien plus haut. Norris qui fait 3ème, c'était très 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 fort de sa part. Ce qui pouvait laisser espérer McLaren performance week-end, malgré que c'était un circuit à des virages assez rapides. Et on sait que le moteur Mercedes cette saison, il a un peu des difficultés dans les tracés qui sont très rapides. On a également vu Lance Stroll ne pas sortir de la Q1. Je dirais pas que c'est mon bingo de l'année, je crois que je l'ai mis 5 fois hors de la Q1, qui passe pas la Q1 cette année. On est déjà à 1. Très décevant quand on sait que son coéquipier s'est qualifié à la 5ème place. Enfin, en tout cas, qui a participé à la Q3, quoi. Très décevant pour Aston parce que les points sont super importants cette année avec Mercedes, avec McLaren. Tous les points vont être super importants et ne pas passer le cap même pas de la Q1, ça va jouer. Ça va jouer, il faut pas que ça se reproduise trop souvent cette année. Mais bon, c'est Lance Stroll, on en parlera un peu plus tard. Parce que pour l'instant, moi, j'aimerais revenir, si vous le voulez bien, sur ce qui a été le sel de cette course, finalement, peut-être. Ça a été la bataille stratégique. La bataille des pneus, la bataille de la stratégie, notamment mise en difficulté par le crash du premier tour, entre Daniel Ricciardo et Alexander Albon, ce qui a provoqué un drapeau rouge et des changements de stratégie. Là, c'était un peu difficile de lire qu'est-ce qui allait être bien, qu'est-ce qui n'allait pas être bien, parce que Pirelli, en amorce de la course, avait prévu 2 arrêts. 2 arrêts, après, il fallait voir que toutes les équipes n'avaient pas les mêmes types de pneus. Chez Red Bull, on avait bien joué le coup, on avait 2 pneus médium, un pneu hard. Chez Mercedes, c'était 2 pneus hard, un pneu médium. Donc déjà, et ils jouent pas ensemble, on est d'accord. Mais sur le papier, il y avait déjà des possibilités d'avoir une voiture plus rapide que d'autres. Et ça s'est transposé une fois qu'on était en course avec un rythme de course qui était bien différent pour les pilotes en pneus médium que d'autres en pneus hard. Ce qui n'a pas forcément marché chez la Mercedes, ce rythme en pneus hard. C'est malheureux parce que pendant les essais libres, Mercedes avait l'air pas mauvais ce week-end. Il fallait pas non plus s'attendre à des miracles, notamment parce qu'on sait que on le savait que ce tracé n'allait pas convenir à la voiture.
Mais quand même, peut-être un peu plus d'espoir que ce qui s'est passé finalement pour eux ce week-end. D'autant plus qu'il y a un point qui est vachement important, qu'il faudra retenir pour la saison, c'est que pas mal de directeurs aéros des écuries, relevaient le fait que Suzuka, c'est un peu comme Barcelone, c'est un tracé où si la voiture fonctionne ou si elle ne fonctionne pas, c'est très révélateur pour la suite de l'année parce qu'il y a beaucoup de caractéristiques sur cette piste qui permettent de comprendre la voiture. Alors c'est sûr que quand on voit que Mercedes en essai libre se marche un peu mieux, ça donne un peu d'espoir pour les voir à la bataille avec Ferrari et McLaren. Bon, ça s'est pas traduit en piste. Maintenant, on va revenir sur la strat, on va commencer par qui? Par McLaren. On peut commencer par McLaren. Norris qui part P3. Norris qui part P3. Il y avait quelque chose à faire. Il y avait quelque chose à faire pour eux ce week-end. On les voit là d'ailleurs au stand, si vous regardez le podcast en vidéo. Ah, je m'attendais à mieux quand même, hein. Je pense on s'attendait à mieux de leur part, heu, parce que bon, ça a pas été, pour être honnêtement, ça a pas été, très bien mené. Ils ont décidé de couvrir la stratégie de George Russell lors du deuxième arrêt, heu, stratégie qui a pas été compris en direct par Jacques Villeneuve, par Norris non plus, hein. Norris, une fois qu'il est sorti de la voiture, et qu'il a donné ses interviews, bah, lui aussi, il a dit: «OK, on avait un rythme qui était pas mauvais, on aurait pu espérer mieux. Maintenant, ils ont voulu courir la stratégie de George Russell. Ça a pas été le bon choix. Au final, bon, bah, Norris, il monte pas sur le podium. Je sais pas s'il aurait pu monter sur le podium avec le rythme, de Carlos Sainz. Mais ce qui est sûr, c'est que ça l'a pas aidé, de faire, cette stratégie-là, de s'arrêter plus tôt. C'est dommage. Après, on a son coéquipier, Oscar Piastri qui, lui, a eu un week-end un peu plus difficile. C'est pour prendre de l'eau. Heu, un week-end plus difficile. Il s'est retrouvé, pas dans la lutte pour le podium, pas même le top 5, hein, il était plutôt en lutte avec George Russell. Bon, gestion des pneus un peu compliquée pour lui, c'est ce qu'il a relevé. C'est malheureux, j'espère que pour lui ça c'est que, un week-end pas sans non plus, parce qu'il faut pas non plus abuser, hein, c'est pas le week-end de Lance Stroll. Mais un week-end avec une contre-performance, ça arrive à tout le monde. J'espère que pour la suite de la saison, il va pouvoir se relever, assez rapidement et se remettre rapidement à un niveau plus élevé pour qu'il puisse aller matcher Norris. Parce que même si c'est pas non plus la situation d'un Lance Stroll, d'Aston Martin, là aussi les points vont compter. Et se retrouver derrière, Fernando Alonso, derrière, une Mercedes, bah, ça va pas être bon pour McLaren, surtout si c'est une voiture plus performante et je pense que la McLaren est plus performante que la Mercedes. L'Aston Martin encore à voir parce que Aston a apporté des améliorations ce week-end. Mais il y avait pas grand chose à faire, de son côté. L'autre stratégie qui a été très audacieuse, qui a payé, c'est Charles Leclerc. Charles Leclerc qui partait 8e décevant de qualification du Monégasque, heu, qui sincèrement là était moins performant que son coéquipier. Bon, s'en sort très bien, il finit 4e grâce à une stratégie à un seul arrêt. Stratégie qui honnêtement, au vu des conditions de piste, des prévisions parce que là on était à Suzuka, un tracé, qui en demandait beaucoup pour les gommes. Est-ce que le diaporama avance? Je vais pas non plus me mettre à le faire manuellement. Je regarde en même temps le diaporama, bref. Hem, oui, donc Charles Leclerc, qualification décevante, mais bon, derrière, ça prend la 4e place et je trouve que ça a été bien mené de la part de Ferrari. C'est pas quelque chose que, j'ai l'impression, il y a 2 ans, ils étaient capables de le faire. On va peut-être, les respecter un peu, quand même, mais voilà, peut-être ça ira mieux. Ça a bien joué. Ça a bien joué le coup. Ça a pris un pari. Parce que rien ne garantisait une conservation des gommes, parce que c'est là où je voulais en venir, c'est que, il a fait chaud ce week-end. Ouais, je vous avais dit sur TikTok et Insta que ça allait pleuvoir. Ouais, les prévisions météo sont un petit peu ratées. OK, mais n'empêche qu'il a plu. N'empêche qu'il a plu, le vendredi, et qu'au fur et à mesure de la course, le soleil a disparu pour laisser place aux nuages. Ce qui l'a notamment aidé, Charles Leclerc avec, des gommes qui étaient plus simples à conserver. Maintenant, voilà, une fois qu'il arrive en fin de course, c'est sûr que Carlos Sainz, avec 2 arrêts, avait des pneus plus frais et elle allait le passer, inévitablement. Il est parti plus sur la grille, ça a été plus simple pour lui et c'est normal. Maintenant, ce qui va être important pour Charles,
pour les prochaines courses, c'est vraiment de réussir à, ouais, en Chine, à ne pas se manquer en qualif. Parce que là, ça a été. Alors, sa 8e place en qualification, pardon, il l'explique par une mauvaise préparation de ses gommes dans son tour de sortie. Ce qui fait qu'une fois qu'il était en piste, bah, il n'arrivait pas à pousser comme il voulait. Faudra faire mieux en Chine. Parce que là, clairement, les yeux sont rivés sur Carlos Sainz, qui lui, par contre, ne faillit pas. Carlos Sainz fait 3e, il bat Norris, il bat son coéquipier, il bat Alonso. Euh, c'est difficile de ne pas le considérer comme le meilleur des autres en ce moment. Après sa victoire à Melbourne, après Bahreïn ou pareil, il finit 3e, même si, bon, circonstances ont fait que Charles Leclerc avait un problème sur sa voiture. Mais ça laisse une dynamique, quoi. Ça met un Carlos Sainz dans une bonne dynamique et un Charles Leclerc dans une moins bonne dynamique. Donc ça va être intéressant pour lui dans les prochaines courses de. Je ne doute pas dans sa capacité à rebondir, comme tous les pilotes, à un moment donné. Bon, peut-être pas un Ricardo à l'époque de McLaren. On est qu'au début de saison, il n'y a pas non plus de quoi s'affoler tant que ça. Mais ça met juste un contraste entre les deux assez fort ce week-end, encore plus. Notamment avec la qualification manquée de Leclerc et pas de Carlos. Niveau stratégie, on a les Mercedes qui, eux, au drapeau rouge, après l'accrochage entre Alexander Albon et Daniel Ricciardo, ont décidé de lâcher leurs pneus soft. Je ne l'ai pas noté, il me semble qu'ils sont partis en soft. En tout cas, ils se sont arrêtés pour mettre des pneus. Ils sont arrêtés. Ils ont changé leurs pneus pour mettre des pneus hard. Alors, qu'est-ce qu'ils voulaient faire en mettant des pneus hard? Est-ce qu'ils voulaient tenter le 1 arrêt? Il me semble que c'était le cas pour George Russell. En tout cas, ils avaient la volonté de tenter un arrêt, donc ils ont roulé à un rythme un peu moins soutenu, histoire de préserver les gommes. D'autant plus qu'on a vu un Charles Leclerc qui avait un rythme qui était pas mauvais. Pendant que tout le monde s'était arrêté, lui, il était encore là, euh, avec des temps autour qui n'étaient pas non plus mauvais par rapport au reste du paquet qui s'était arrêté. Donc Mercedes qui s'était arrêté qui avait mis les pneus durs, c'est sûr que ça les avait désavantagés par rapport aux autres qui étaient restés ou qui avaient mis des pneus médium neufs, notamment Ferrari qui a mis des médiums neufs. Maintenant, bon, le tracé n'était pas non plus favorable à la voiture, on le sait, on le répète, ils ont des problèmes sur les virages à haute vitesse. Suzuka, c'est blindé de virages comme ça. Donc c'est pas étonnant de les voir en retrait par rapport aux autres. C'est quand même dommage parce que la voiture semblait meilleure, mais c'est pas non plus complètement délirant au vu de ce qu'on s'attendait de leur part. Donc bravo Ferrari, niveau stratégie, ça l'a bien fait. McLaren, bon, ils sont dans no man's land forcément, mais bon, s'ils veulent recoller à Ferrari, il faudra avoir des stratégies un peu plus audacieuses peut-être, comme Red Bull en 2017, 18, 19, quand ils jouaient pas le titre. Red Bull, pour aller gagner, ça prenait des stratégies audacieuses. Là, on parle pas de la victoire, évidemment, mais on parle de podium. Et potentiellement qu'un undercut sur Carlos Sainz aurait peut-être permis à Lando Norris de prendre un avantage et qui sait peut-être après garder sa position ou bloquer Carlos Sainz. Il y avait peut-être quelque chose à faire du côté de McLaren. C'est dommage, bon, ça arrive et ils feront sûrement mieux dans les prochaines courses. Je vous propose de passer un petit focus sur certains pilotes. Certains pilotes que je trouvais que j'ai trouvé. J'ai lu leur déclat, ça m'a paru intéressant, je voulais vous en parler. Le premier, c'est Valtteri Bottas. Valtteri Bottas, il a déclaré en interview parce que je critique beaucoup Steak F1 Team en disant que, si vous avez vu ma vidéo qui débriefe le mois de mars, j'avais déclaré que McLaren, que l'équipe verte, flashy là, soit on les entendait parler par rapport à leurs écrous et leurs arrêts au stand, soit par rapport à Audi. Bon, ce week-end, les arrêts au stand, c'était un peu mieux. C'est toujours pas top. Mais bon, vu d'où il partait, c'est difficile de faire pire. Hein, on peut toujours faire pire. Mais tout ça pour dire que Bottas, il a déclaré que le rythme de la Sauber était pas mauvais ce week-end, que le résultat en piste ne reflète pas vraiment la performance. Et moi, dans mon ressenti, c'est un peu ce que j'ai senti. Dites-moi si vous êtes d'accord, pas d'accord avec ça. N'hésitez pas en commentaire sur YouTube, en tout cas, même sur Spotify, à donner votre avis. Hein. On est là pour ça. Une petite communauté du podcast, n'est pas beaucoup. Profitez-en, on peut discuter tous ensemble. Il y a plusieurs fois où ouais, j'ai vu Bottas monter dans le classement, quoi. Parce que la bataille derrière, elle était assez serrée entre les Alpines, entre Logan Sargent, entre les Haas.
entre lui-même, ça veut rien dire avec Valtteri Bottas. Et la voiture était, ouais, plus visible en tout cas que des courses précédentes. Après, bon, le rythme n'a pas tenu sur l'entièreté de la course. Après, il a été retenu derrière. C'était qui? C'était les As devant lui. Ça n'a pas pu aller chercher plus haut. Les As sont très rapides en vitesse de pointe. La voiture est, bon, la steak n'est pas non plus encore au niveau de la V-Carb, de Yuki Tsunoda qu'on parlera juste après. Mais c'est un peu encourageant. Un peu encourageant parce que la voiture, quand même, me paraissait vraiment au fond du trou. Après Melbourne, après l'Arabie Saoudite, où vraiment c'est le niveau de l'Alpine, quoi. Là, c'est un peu encourageant. Il me semble. J'ai pas noté s'ils avaient apporté des améliorations ce week-end. Il me semble pas. Maintenant, à voir le développement de la voiture, ce que ça donnera. Mais pour en tout cas ce week-end au Japon, Bottas, j'ai trouvé ouais, intéressant. Dans le midfield, en tout cas, la voiture était dans le midfield. Elle était à la bataille. Il y avait du rythme. Un peu de rythme. En tout cas, plus que ce qu'on peut imaginer. Autre pilote que je vais faire un petit focus dessus, c'est Lance Stroll. Lance Stroll que j'avais dit dans mon bilan de mars qu'il ne faisait pas un début de saison mauvais. Et je maintiens que le mois de mars de Stroll n'est pas mauvais. Mais bon, là, Japon, on retombe un peu sur le Lance Stroll qu'on connaît. Enfin, du moins, les mauvais côtés de Lance Stroll. Un pilote qui n'a pas réussi à faire performer sa voiture. J'ai pas relevé l'info si jamais il a eu un problème sur la voiture, si les gommes, si en qualif il y a eu un problème. J'ai pas relevé. Peut-être que c'est le cas. Mais oui, c'est décevant de le voir sortir en Q1 quand son coéquipier passe en Q3 et assez facilement. C'est décevant dans le sens où on aurait pu espérer au moins le voir dans le top 10 parce qu'il y a quand même un petit gap entre les voitures du top 10 et les autres. Et le voir à la bataille avec les autres, c'est un peu décevant à mon goût. D'autant plus que, alors oui, ce que j'ai lu, c'est surtout la fin de course où lui met les pneus soft pour remonter sur Yuki Tsunoda. Sur le papier, ça avait tout pour le faire. Il reprend pas mal de temps sur les 2 premiers tours, mais après, c'est terminé. La voiture, elle glissait. Donc, sûrement un manque d'équilibre, un manque dans les réglages. Je sais pas s'il comprend pas sa voiture. Je pense pas que c'est qu'il comprend sa voiture parce qu'il a quand même fait des bons résultats. On s'entend. Il est quand même pas au niveau d'Alonso, mais euh, c'est pas non plus un début de saison entièrement catastrophique, même s'il se sort en Arabie Saoudite. Donc, c'est juste dommage, en fait, qu'il n'ait pas réussi à prendre le large par rapport aux concurrents de derrière, quoi. Parce que là, sur la photo, voilà, on le voit derrière une As, derrière. C'est Alonso, ça? Ça, c'est Alonso, ça. Euh, Derrière des voitures qui sont moins performantes. Euh, Ce qui me fait poser la question de à quel point la Stone peut dépasser dans le trafic ou pas. Est-ce que c'est un problème de voiture? Est-ce que c'est un problème de Lance Stroll? D'équilibre dans les réglages? Parce que je me dis, si c'est Alonso qui se retrouve 15e, il doit remonter avec son Aston Martin. Cette voiture doit remonter. Malheureusement, ça ne l'a pas fait. Alors, il remonte quand même un petit peu. Hein. De la 16e, il finit combien, Lance Stroll? C'est honteux, je ne sais pas combien il finit, Lance Stroll. 9, 10, 11, 12. 12. Il finit 12e. Donc, ça remonte. Bon, c'est pas suffisant. Ça finit pas à la porte des points non plus. Et à mon avis, ça doit quand même faire mieux que Yuki Tsunoda. Ça reste une Aston Martin. Yuki Tsunoda, venons-en. Ce qui est intéressant avec Yuki Tsunoda, c'est que j'en parle, ou qu'on en parle, partout, toutes les semaines. Ça veut quand même dire qu'il y a un moment donné, mes doutes sur sa capacité à performer à ce niveau-là sur le long terme, visiblement, il a cette capacité. Visiblement, Tsunoda est capable de rester à un niveau de performance assez élevé par rapport aux autres. Encore une fois, il y a une opportunité pour rentrer dans le top 10. C'est le pilote qui va rentrer dans le top 10. Il fait mieux que les As qui pourtant ont de très bonnes vitesses de pointe. Il fait mieux que l'Aston Martin de Lance Stroll. Alors oui, il est encore très très loin de Hamilton 9e. Ce qui est normal, j'ai envie de dire. Ça reste, même si la Mercedes c'est pas bonne, elle n'est pas bonne par rapport à la Mercedes. Hein. Ça reste quand même une V-Carb. C'est pour ça que moi je trouve qu'il y a quand même un gap entre les 4 voitures plus Alonso et le reste. Enfin, les 4 écuries plus Alonso et le reste. C'est qu'on n'est pas encore au niveau d'un Yuki Tsunoda qui peut aller chercher une McLaren. Voilà, pour donner un petit topo. Mais c'est super intéressant de le voir que, oui, encore une fois, ce week-end, alors l'équipe a bien géré. L'équipe a très bien géré, notamment l'arrêt au stand. Incroyable, les 4 voitures qui se suivaient. Il y avait qui? Il y avait Logan Sargent, il y avait Tsunoda, il y avait une As,
peut-être. Je sais plus qui étaient les 2 autres pilotes. Mais en tout cas, les 4 voitures qui s'arrêtent en même temps et Yuki Tsunoda qui profite d'un très bon arrêt de la part de ses mécanos et il ressort, devant tout le monde. Ça a été bien joué de leur part. Ça fait plaisir de le voir à domicile sur bien. Un pilote qui à domicile performe en plus. Ça fait du bien au moral, bien à la confiance. Il est sur une très bonne dynamique. Ça se confirme encore une fois ici au Japon. Et c'est top. Euh, je ne sais pas si c'est pertinent de faire une comparaison avec son coéquipier parce qu'il s'est sorti dès le début. euh, Au premier virage, troisième virage, bref. Premier tour quoi. En qualif, il le bat. Alors il le bat de pas grand chose et c'est bien pour Ricciardo qui certes se fait battre mais a comblé l'écart. Mais c'est aussi très très bien pour Tsunoda de montrer que même quand les écarts sont très serrés, c'est lui qui est devant. Donc Tsunoda c'est top ce week-end. Euh, et franchement, moi ça lève de plus en plus mes doutes. Je sais pas à quel point vous estimez Yuki Tsunoda sur cette grille. Après maintenant on est à sa 4e saison. Par rapport aux autres pilotes, dans le sens où à quel point vous prendrez Tsunoda par rapport à un autre pilote. Euh, Notamment si vous êtes, je sais pas, un manager du top 10, du top 5 des écuries, vous prenez Tsunoda par rapport à qui? Aujourd'hui, je trouve qu'il monte vraiment dans la hiérarchie des pilotes. Donc, comme d'hab, ça va être la régularité sur toute la saison, mais en tout cas, par rapport à quelques années où il avait peut-être un ou deux coups d'éclat sur des bonnes courses, dans mon ressenti, hein, mais que derrière, bon, on le voyait plus trop. Là, tous les week-ends, il est là. Alors la voiture, la V-Car, peut-être plus performante que les AlphaTauri de 2022 et 2023, c'est clair. L'AlphaTauri de 2022 n'était pas bonne. Mais n'empêche qu'il se montre plus, déjà quand même, ça veut rien dire. Il se montre quand même plus en ce début de saison. Et moi, franchement, ça me fait plaisir parce que je me souviens quand il roulait en F2, il n'avait pas fini champion, il a fini, je crois, 3e ou 5e, je sais plus. Il avait été pas dans 3e, parce que je crois que c'était Mazepin qui finissait 5e cette année-là. Ma mémoire peut-être me joue des tours. Enfin, en tout cas, ses premières années avec AlphaTauri étaient un peu plus compliquées par rapport à un Pierre Gasly qui était un peu installé. Là, clairement, il step up et ça se confirme. Et c'est surtout ça que moi qui m'intéresse, c'est que ça se confirme. Donc encore une fois, on va lui laisser du temps, laisser la saison. C'est pas parce que si en Chine il fait un mauvais résultat que bon voilà, c'est planté, ça n'a pas le niveau. Ça va être sur l'entièreté de la saison. Est-ce qu'il sera capable de faire 10 top 10? Est-ce qu'il sera capable de faire 7 top 10 par rapport à la voiture? Est-ce que le développement, ça suffira, ça lui conviendra ou pas? Mais en tout cas, son début de saison, et encore plus ici au Japon, ça doit pas être simple non plus parce que Grand Prix à la maison, c'est toujours un Grand Prix où on peut prendre la pression parce qu'il y a la foule qui est là pour lui, parce qu'il y a la pression médiatique, parce que Grand Prix domicile, c'est pas le même Grand Prix que les autres. On peut le prendre comme ça du côté un peu où ça frise, où on est je trouve pas le mot. Soit on est galvanisé, soit on est bloqué. Visiblement, ça l'a galvanisé et c'est top. Et pour Vekar, il continue de s'asseoir un petit peu plus dans ce midfield. 23 minutes, je vous propose maintenant d'avancer sur le... peut-être pas le gros de cet épisode, mais on va en parler. Alpine. On en parle toutes les semaines d'Alpine. C'est l'équipe française. C'est l'équipe qui a le plus d'interrogations, à mon sens, sur cette année. Parce que, mine de rien, Alpine, ça reste... qu'on le veuille ou non, hein, ça reste un gros du championnat dans le sens où, ces dernières années, c'est du top 5. Ou du moins ça se bat pour le top 5, ça s'est battu pour le top 6, top 3, à une certaine époque qui commence à remonter, à 2020. Mais en tout cas, c'est une équipe qui est tombée cette année, qui apportait des améliorations ce week-end, et malheureusement, on n'a pas pu voir beaucoup. Alors, on n'a pas pu voir beaucoup, notamment parce que les deux pilotes ont eu des dégâts. Les deux pilotes ont eu des dégâts parce qu'ils se sont touchés entre eux. Et c'est là où je trouve ça assez ironique, parce que c'est pas drôle. Mais, mais c'est sûr qu'il y a des trucs comme ça qui se passent quand t'es pas bien. Quand ça va bien, il se passe pas des trucs comme ça. À part si t'es Mercedes et que t'as Rosberg et Hamilton, ou Vettel et Leclerc quand ça se touchait chez Ferrari. Non, c'est dommage. C'est dommage parce que j'aurais aimé à titre personnel voir à quel point la voiture va mieux peut mieux performer avec ce nouvel aileron, avec un poids plus faible. Parce que à Melbourne, c'était pas mauvais. Parce qu'en qualification, Esteban Ocon, quand même, passe en Q2 et se qualifie 13 13 ou 15 15, bon, dernier de la Q2, mais il passe en Q2, quoi. La voiture semble progresser, aller dans le bon sens. Malheureusement, on n'a pas pu le voir ce week-end. Parce que au deuxième restart,
Je sais pas si on a vu les images, parce que quand je l'ai lu, j'avais vu qu'ils s'étaient touchés les deux au premier start. J'avais pas vu au deuxième start. Mais au deuxième start, Gasly se fait prendre entre Tsunoda et Ocon de ses propres mots, ce qui lui demande donc de freiner, et c'est à ce moment-là qu'il se touche avec Esteban Ocon. Ce qui entraîne une grosse perte aéro sur la voiture et de Gasly et d'Ocon, estimé, je crois, 6 ou 8 dixièmes, ce qui est énorme, ce qui explique notamment le fait que la Williams lui fait un extérieur. Sergent, il a fait des dépassements. Gasly, il s'est mangé des dépassements, notamment ces extérieurs-là dans les S. Bon, c'est comme ça, c'est dommage. C'est dommage. Bon, après, c'est pas non plus comme s'il y avait l'opportunité de prendre des points ce week-end. Dans l'ensemble, je trouve qu'il faut quand même relativiser sur le fait que qu'ils finissent 12e ou 15e, c'est bien pour le moral, c'est bien pour la confiance, c'est bien pour montrer que ça développe. Mais ce qui compte au final, c'est les points. Et aujourd'hui, qu'ils prennent ces dégâts aéros ou pas, Alpine n'aurait pas marqué de points. Donc il n'y a pas de quoi être extrêmement déçu, alarmiste, parce que la situation, elle n'a pas changé par rapport à il y a 2 semaines, quoi. Ça aurait été décevant si les améliorations apportées sur l'aileron avant amenaient, je sais pas, une performance de, j'extrapole, de 5 dixièmes qui les aurait fait rentrer dans le top 10. Et que là, parce que les dégâts aéros, ça rentre pas dans le top 10, et dans 2 semaines en Chine, tout le monde a progressé, donc ils ont raté une grosse opportunité. C'est pas le cas. Ce qui est dommage, c'est juste qu'on ne peut pas confirmer si oui ou non, Alpine, le rythme va dans le bon sens. On peut le supposer par rapport aux performances en qualif, mais moi je trouve qu'on peut pas le confirmer. Maintenant, bon, bah, c'est le jeu. Suzuka, c'est un circuit qui est très rapide. Premier virage, le premier virage, je crois, c'est serré. Quand tu mets 2-3 voitures, bon, oui, tu as le risque que ça se touche. C'est malheureux, c'est les deux Alpines qui se touchent. C'est comme ça. C'est comme ça. Et maintenant, il faut espérer qu'en Chine, ça ira mieux. Après, je pense pas que ça allait marquer des points. Donc à partir de là, il n'y a que garder la tête haute et avancer. Il faut continuer à avancer. Et ça finira par payer. Ça finira par payer parce que Bruno Famin, j'ai trouvé assez à l'avant-course quand il parlait de. Ou c'est pendant les essais libres, je sais plus. Pendant les essais libres, je crois. Quand il parlait des évolutions sur la voiture, il parle de processus qui démarre. Donc s'il parle de processus, c'est que c'est pas. Enfin, c'est que c'est déjà échelonné. Ils savent à quel moment. Je dis ça, mais c'est pas des amateurs, évidemment, qui savent ce qu'ils vont faire. Euh, mais c'est que c'est un processus qui va prendre du temps et il commence à prendre étape maintenant. Donc ça va aller quand s'améliorant sur ces areas, sur ces zones, sur ces zones de travail, le poids notamment. Et c'est bien, il n'y a pas d'alarmement. Et ça me fait penser au fait que Bruno Fama, en parlant de la sorte après les essais de Bahreïn, euh, disait que l'équipe n'était pas satisfaite, mais qu'ils étaient confiants et sereins dans leur développement, pour leur développement. Et j'ai l'impression que ça se retranscrit un petit peu. Dites-moi si je me trompe et si vous trouvez au contraire que la situation d'Alpine est ressentie comme alarmante en interne. Alors les pilotes déclarent évidemment qu'ils ne sont pas satisfaits du niveau de la voiture et qu'ils veulent évidemment plus de performance, ce qui est normal. Même Norris qui finit dans le top 5 veut plus de performance. Tout le monde veut plus de performance. Donc c'est normal si on entend les pilotes qui se plaignent un petit peu. Mais j'ai l'impression que Bruno Famin n'a pas un discours à la Toto Wolff. Par exemple, un Toto Wolff qui est très très agressif. Je mets des guillemets pour ceux qui ne me voient pas. Waouh. Pour ceux qui ne me voient pas, je mets des guillemets dans le sens où il est très critique. Ça veut carré, ça doit faire ci, ça, ça. Non, Famin, il est pas chill parce que c'est pas le bon mot. Évidemment, personne n'est chill à ce niveau-là de compétition. Mais confiant. Confiant. Et moi, ça me rassure, je trouve, pour Alpine. La situation n'est pas rassurante, mais la manière dont il communique, lui, IL, et pas ILS, euh, me rassure. Peut-être que je me trompe, dites-moi ce que vous en pensez de la situation d'Alpine. Je serais ravi d'entendre de lire vos points de vue, parce que c'est une situation qui n'est pas optimale. On est maintenant à 4 courses, donc on a quand même un peu de matière pour pouvoir avoir une analyse. Donc dites-moi ce que vous pensez de la situation de Bruno Famin avec Alpine. Alors, on va aller terminer avec un petit point classement. Le point classement pilote et constructeur. Alors, je vous avoue tout. Je le découvre limite en même temps que vous. Parce que je passe pas mon temps à regarder les classements. À part quand je prépare le podcast.
Alors, on va commencer par le constructeur avec Red Bull Racing 141 points, suivi par Ferrari 120, McLaren 3 avec 69 points, Mercedes 34, Aston 35, Racing Bull 7, As 4 points et Williams, Kick-Sauber et Alpine à 0 points. Alors, on va commencer par le classement constructeur après cette course. La bataille entre Red Bull Racing et Ferrari reste serrée. C'est sûr que ça aide pas l'abandon de Max Verstappen pour Red Bull pour creuser un écart. Mais Fred Vasseur qui annonce que ça joue le constructeur cette année, ça va être compliqué pour Ferrari, mais mine de rien, ils sont dans la bataille. Alors par contre, ce qui est impressionnant, c'est Mercedes qui est devant Aston Martin. Forcément, Lance Stroll qui ne marque pas les gros points par rapport à Fernando Alonso. On va le voir juste après dans le classement pilote. Ça fait du mal à l'équipe. Et Racing Bull, 7 points. 7 points, c'est quand même un bel avantage. Un bel avantage par rapport à Williams, Kick et Alpine, parce que 7 points, faudra aller les chercher cette année. 7 points, ça doit être quoi La 8ème place, attends, ça fait 1, 2, 4, 6. La 7ème place rapporte 6 points. Aller chercher une 7ème, entre la 7ème et la 7ème place, ça va être compliqué pour Bottas, pour Joe, même pour Albon. Hein. Enfin, aller chercher un gros résultat cette année, ça va être compliqué. Donc ouais, Tsunoda fait un gros travail là pour Racing Bull. Et clairement, la 6ème place, ça va vraiment jouer à quoi 15 points, 20 points, 25 points cette année. Ça va être peanuts. Ça va être super intéressant de voir si As va être capable de chercher ces points-là ou si Williams va pas remonter. Au classement pilote. Classement pilote. Verstappen, 77 points, suivi par Perez, 64. Leclerc, 3ème, 59. Sainz, 55. Norris, 37. Piastri, 32. Russell, 24. Comme Alonso. Hamilton, 9ème à 10 points. Et Lance Stroll, 10ème à 9 points. Alors, ce qui est super intéressant, c'est Carlos Sainz qui est 4ème à 55 points alors qu'il a raté une course. C'est dire ses performances en début d'année. Hein. De toute façon, c'est 3 abandons. Non prise de départ. 1, 3. Il est sur le podium. C'est le plus fort des Ferrari peut-être en ce début de saison. À vous de me dire. Moi, je le pense. Même si Leclerc a eu des problèmes à Bahreïn. Sainz est très très fort. Les McLaren assez proches au pilote, 37 et 32 points. J'avoue que j'aurais pensé Piastri un peu plus en retrait. Mais il ne faut pas oublier qu'en Arabie Saoudite, Norris n'a pas eu la bonne stratégie. La stratégie n'a pas été bonne. Ce qui avait permis à Piastri de prendre des gros points. L'écart entre Russell et Hamilton, faut en parler aussi, 14 points, 24 à 10. Ah, ça fait dur. C'est dur pour Hamilton. Russell fait un bon début de saison. Avec sa voiture. Et Alonso... Enfin, l'écart Russell-Hamilton, c'est l'écart Alonso-Stroll. Hein. À vous d'en tirer les conclusions que vous voulez. Parce qu'on parle de Stroll. Hamilton, tu manges le même écart que Russell. Sachant que Russell n'a pas fini la course en Australie. Bon, c'est sûr que c'est dur. Mais bon, clairement, le top 10, c'est les 5 équipes de tête. Grande disparité quand même entre Mercedes et Aston et les autres. Les autres, évidemment, Red Bull, Ferrari et McLaren. Je pense qu'on a tout dit pour ce Grand Prix. Ce Grand Prix. On repasse en grande caméra. Ce Grand Prix du Japon. J'espère que ce débrief vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vraiment en commentaire, allez-y. Partagez votre avis, votre opinion. Je lis tous les commentaires. Profitez le podcast. Il n'y a pas grand monde qui est là. Donc, on peut vraiment parler en petite communauté. C'est super intéressant, super important pour tout le monde. Donc, allez-y. Tant que c'est respectueux, on y va. Profitez. On se retrouve la semaine prochaine. Non, c'est cette semaine, parce que le podcast, il sort lundi. Lundi matin, très tôt, pour les vaillants. Pour débriefer, pas pour débriefer, parce qu'il n'y aura pas de course. Je commence à fatiguer ça du podcast. Pour parler d'un autre sujet, comme on a fait la semaine dernière, on a parlé des voitures de 2026. Ce week-end, on parlera des news de la semaine. Parce que pas de Grand Prix. On fera le prono du Grand Prix. Prédiction, je peux faire le mot prédiction. Du Grand Prix de Chine. J'espère que les copains seront dispo. On pourra se faire un épisode à 3 si possible. Peut-être qu'il y aura une vidéo cette semaine, peut-être pas. C'est une grosse vidéo qui arrive, donc je sais pas si j'aurai le temps. Bref, dans tous les cas, merci d'arriver jusque-là, merci d'avoir écouté le podcast, et prenez soin de vous, passez une bonne journée, un bon week-end, une bonne semaine. C'était Georges. Salut tout le monde, mais on est où là? Salut.